C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Yarana, merci de nous rejoindre sur la première. À la une de l'actualité de ce mercredi 27 septembre, les étudiants de l'Université de la Polynésie sous le choc après l'agression à l'arme blanche d'un de leurs collègues. La victime témoigne dans ce journal. 5 heures. Il reste 5 heures à la direction de l'OPT pour éviter la grève. Les nouvelles conventions collectives ne conviennent pas aux syndicalistes. Ils demandent une révision quasi complète. 100, c'est le nombre de productions certifiées biologiques en Polynésie. L'agriculture biologique, c'est aussi et surtout un mode de production durable et respectueux des hommes et de leur environnement. Le pays pourrait être un exemple pour nos voisins du Pacifique à l'image de Wallis et Futuna. On en parle avec le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture de l'archipel. Otilone Tokotou est notre invité. Et enfin, près de 1000 élèves ont écrasé les pavés du parc Paoufei pour le cross du collège Louise Carlson. Pour certains, c'était une véritable corvée, pour d'autres, une formalité ou presque. Vous allez le voir. C'est une agression de trop, même si la dernière remonte à 2021. À l'Université de la Polynésie, un étudiant a été agressé. Mais là où cela devient inquiétant, c'est que l'un des agresseurs était armé d'un couteau. La victime s'en sort avec quelques séquelles physiques, mais elle et toute la communauté étudiante est sous le choc. Caroline Fari, Rowan Potoru et Maruki Duri. C'est un chemin stratégique pour les étudiants. Il relie le campus au centre d'hébergement. C'est ici que le jeune homme a été agressé par 3 individus vers 19 h ce mardi. Ici, ils m'ont attrapé par l'arrière du t-shirt et m'ont mené au niveau du parking au fond là-bas. Et ils ont commencé à me demander mon téléphone, portefeuille et tout ce qui était objet de valeur. J'ai refusé et après ils ont commencé à utiliser la violence pour que je leur donne toutes mes affaires. Du coup, c'est comme ça qu'a démarré la bagarre. Et l'un d'eux a commencé à sortir un couteau pour me menacer, pour que vraiment je leur donne. J'ai refusé encore une fois. La victime a réussi à s'échapper de justesse. Bilan, une blessure à la main et des contusions dues au coup de poing dans l'abdomen. Une agression de trop au même endroit qui inquiète les étudiants. On se sent même plus bien chez nous ici à Tahiti. Ça devient de plus en plus dangereux de circuler librement la nuit. Je finis les cours à 19h30, je rentre toute seule. Pour une fille, c'est compliqué. Malgré des aménagements réalisés depuis la dernière agression et des caméras installées, l'endroit reste dangereux. Les représentants des étudiants demandent une surveillance accrue. Il faut qu'on réagisse. Parce que là, ça fait plusieurs étudiants en fait, qui se sont fait agresser sur ce lieu-là. Du coup, là, je pense qu'il faut renforcer la sécurité des étudiants, en sachant qu'il y a des étudiants qui finissent tard le soir. La difficulté pour notre université, c'est la distinction qu'il y a entre le site de l'université et le site de l'OPH qui gère nos logements étudiants. À partir du grillage en haut, cela appartient à l'OPH d'assurer la sécurité. Par contre, ici sur le campus, nous, pour l'instant, on dispose d'un seul arrondi pour l'ensemble du campus. À la direction de l'université, on affirme pourtant que 2 vigiles assurent des rondes 7 jours sur 7. C'est difficile de les avoir un peu partout. On va bien entendu leur demander d'intensifier les rondes. Et puis, il y a quelques années déjà, on a déployé des caméras vidéo. Donc ça aussi, c'est une source d'amélioration sans doute possible pour nous. Donc le déploiement de nouvelles caméras vidéo sur ces endroits-là. Les étudiants de leur côté sont appelés à la plus grande vigilance quand ils rentrent chez eux, voire à se déplacer en groupe pour éviter un nouveau drame. Et le président de l'université rencontre les étudiants ce soir pour évoquer les mesures à mettre en place. Les investigations menées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Mataya confirment que cela est lié à la drogue. La victime cherchait à se procurer de l'ice auprès des suspects. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre, détention, transport, acquisition, cession et usage illicite de produits stupéfiants. 5 personnes, dont 2 mineurs, sont toujours en garde à vue et seront présentées à un juge d'instruction demain. Toutes sont consommatrices de drogue. Rencontre de la dernière chance ce soir à 22 h entre les syndicalistes et la direction de l'OPT. Depuis hier, les partis ne s'accordent pas sur les conventions collectives. Toutes les organisations syndicales, à l'exception d'Atiaïmoua, demandent de proroger les accords au 31 décembre. La CSIP rejette d'ailleurs l'approbation des accords signés entre la direction de la holding et Atiaïmoua pour les filiales Onati et Farirata. Les détails avec Stéphane Ratino et Jacques Damour.
Bonsoir Yata, vous le voyez derrière moi ici à l'OPT, il n'y a pas âme qui vive pour l'instant, mais ça n'est que partie remise d'après nos informations de sources syndicales. Dès 22h, la lumière va à nouveau s'allumer pour un nouveau round de négociations entre la direction de l'OPT, menée par son directeur général Jean-François Martin, et les syndicats signataires d'un appel à la grève dont l'effectivité est prévue pour demain, le 28 septembre. Mais là où les affaires se sont compliquées, c'est hier soir, puisque un des syndicats qui appelait à la grève, à toi et moi, a signé un accord avec la direction, disant que cet accord était un élément de bénéfice pour les salariés, qu'il permettait de préserver un certain nombre d'acquis que l'histoire de l'OPT avait donné à l'ensemble de ses collaborateurs. Les autres syndicats ne sont pas d'accord avec cette vision-là, et depuis ce matin, à l'image de médecins légistes, eh bien, ils travaillent sur le code du travail, sur l'accord signé pour en dénoncer l'ambiguïté, en tous les cas, le manque d'effectivité positive pour les salariés. On a négocié toute la journée, les négociations ont commencé ce matin, elles vont donc continuer ce soir, mais on sait que cette réalité de l'appel à la grève est liée à des réalités structurelles pour le groupe OPT. Premièrement, le groupe OPT a changé son organisation dès 2021 avec 4 branches distinctes qui sont autant d'éléments qui parcellisent les activités du groupe. Et l'autre élément, évidemment, c'est le déficit structurel de l'OPT. OPT qui, vous le savez, est à la fois porteur d'une mission de service public, mais également qui doit rentrer dans des champs de concurrence très forts, notamment au niveau de la téléphonie. Bref, ce soir, on se retrouve à 22h. Certains syndicalistes ont espoir de signer un accord, d'autres se montrent beaucoup moins positifs, plus sceptiques quant à cette possibilité-là. Toujours est-il que la question demeure, y aura-t-il grève ou non demain dans les services de l'OPT? La réponse vous sera donnée à la radio dès 6h du matin. Et des discussions sont toujours en cours entre les syndicalistes et le ministre Taïvinité Aïe pour éviter la grève à la direction de la biosécurité. Rappelons aussi que la grève débutera ce soir à minuit à la société Kawen, au port autonome et à la direction de l'agriculture. Un mouvement social de mauvais augure à la veille de l'ouverture de la 37e édition de la foire agricole. Ce rendez-vous annuel qui veut être la vitrine des produits bio. S'ils sont victimes de la baisse du pouvoir d'achat, certains acteurs poursuivent leur culture biologique. Cette forme d'agriculture donne souvent une image de retour en arrière, de sarclette et de travail à l'ancienne. Mais en réalité, le bio est une agriculture d'expérimentation et de progrès permanent. Traduction dans le dossier de cette édition, il est signé Ismaël Tahiata et Patrick Singh. Des employés à la tâche de si bon matin. Sauf qu'ici, ils ne sont ni payés ni déclarés à la CPS. Touhani appelle ça le poulailler mobile. Mais sans le cochon, l'équipe ne serait pas au complet. Ils ont un rôle bien précis. Nos ancêtres, ils faisaient comment? Ils mettaient les... Ils ont un rôle bien précis. Ils mettaient bien le... Et la pôle, je trouve qu'au niveau de ces déjections, voilà, très intéressante pour le farapo. Après 3 mois, ces patates douces sont prêtes à être récoltées, soit 100 kg de patates en moyenne par semaine. D'ici peu, cette parcelle deviendra peut-être une taraudière. On appelle ça la rotation des cultures. Je ne plante pas taro sur taro. Après le taro, je viens couper par voilà, tout ce qui est légumes, des maïs, concombres, tout ça. Alors, on essaie d'alterner un peu les cultures et de ne pas faire des monocultures. Des palmes de cocotier pour éviter la prolifération des mauvaises herbes, une taraudière fraîchement plantée. Il faudra attendre 6 mois encore avant de récolter ces tarots. Sa production avoisine les 200 kg par semaine. Si j'épluche, je fais des paquets épluchés, découpés, mis sous vide, je vends le kilo à 1000 francs. Et si je le vends au tamou, c'est 350 francs le kilo. Donc je préfère le transformer, on va dire, pour ça que je gagne plus au niveau du kilo. À quelques kilomètres de là, les cultures de Mouetini. Lui aussi est agriculteur bio. Du concombre sur cette parcelle de 500 mètres carrés. En 7 semaines, il en produit 1 tonne. Ici, la mauvaise herbe est la reine des champs. Tu vois, toutes les herbes qu'il y a, eh ben, on n'a pas de désherbant. Déjà ça. Hein? On produit contre aide. Et on ne peut pas mettre des produits, on est obligé de mettre des produits qui sont homologués bio. On ne peut pas mettre des produits qui ne sont pas, pour exemple, je mets l'engrais bleu. Hein? Pour nous dire, on n'a pas le droit. Donc on est obligé de mettre de l'engrais organique. C'est une visite de courtoisie.
Mataiva et Heiba font partie de l'association Biofetia. En matière d'agriculture bio, ils sont la référence. Mouetini fait partie des bons élèves. Il n'y a qu'à goûter pour en être persuadé. De plus en plus d'agriculteurs sont convaincus de l'avenir du bio au Fénois. À notre dernière commission de juillet, on a atteint la barre des 100 productions certifiées sur l'ensemble de la Polynésie. Sur des secteurs très différents comme le maraîchage, l'arboriculture fruitière, les produits transformés, le miel, les œufs de poules pondeuses. Des concombres récoltés avec une semaine d'avance. Ces tomates, elles aussi, ont beaucoup souffert. Un peu de pluie, c'est bon. Trop de pluie, c'est dévastateur, hein, comme on voit là. Et à cause de la pluie, les feuilles ont bien fané. Et puis certaines tomates comme celle-là, hein, ils commencent à prendre de l'eau, quoi. Regardez, hein. Du coup, quand il pleut trop, ça fait un excès d'eau et les tomates pourrissent très facilement. Hein. Le bio, ce n'est pas qu'une question de papilles, c'est aussi des couleurs qui sautent aux yeux. Ce rouge orangé, par exemple, ou ces nuances de vert. La pluie est tombée 3 semaines durant. Résultat, Mouetini ne devra se contenter que de 50% seulement de ses récoltes. Ça aussi, c'est le bio. L'agriculture polynésienne, un exemple pour nos voisins du Pacifique. Une délégation de Wallis et Futuna est au Fénois pour récolter idées et informations. Nous recevons ce soir le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture de l'archipel, Otilone Tokotu Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, l'agroécologie existe déjà sur votre territoire grâce à des expérimentations mises en place par le programme Protège. Est-ce que sur ce point, vous pouvez encore, ou vous avez encore besoin de vous inspirer de la Polynésie ? Tout d'abord, je vais très rapidement présenter la CCMA, parce que la CCMA, comme vous l'avez souligné, englobe les 3 chambres. Donc, effectivement, là, nous sommes les homologues de la CAPL et puis la CCISM. Et pour répondre à votre question, nous avons besoin des uns et des autres pour faire avancer, notamment cette agriculture biologique ou raisonnée, mais là-dessus, l'avantage que nous avons à Wallis et Futuna, c'est que nous n'avons jamais eu d'intrants chimiques. Donc, au niveau de l'agriculture biologique, nous sommes encore restés sur je dirais l'agriculture de nos ancêtres, de nos anciens, et donc qui utilisent, d'ailleurs, à travers ce reportage, on utilise donc les lisiers de porc ou les fumiers de poule. Et donc là-dessus, c'est un travail très très difficile. Je comprends très bien les réactions des agriculteurs de la Polynésie. On vit exactement la même chose. Alors justement, l'agriculture wallisienne est principalement vivrière. Aujourd'hui, vous souhaitez développer quel type de culture? La culture marchande, peut-être? Sur Wallis et Futuna, donc ce qui est mis en avant pour l'instant, c'est tout ce qui est vivrière, effectivement, hein, donc au niveau des INEAM, taro et puis capé, le AP que vous appelez ici. Et on cultive ça parce que ça fait partie de nos coutumes et ça, il faut le préserver. Mais maintenant, il faut essayer d'aller vers une économie, et développer ce secteur-là. Là, on part petit à petit sur le maraîchage. Sur le maraîchage, ça rentre petit à petit dans le goût de la population wallisienne et futunienne et les modes alimentaires commencent à changer. Et là-dessus, sur le développement de l'agriculture biologique, on suit petit à petit, mais à notre niveau. À notre niveau. Et la Polynésie française, on a besoin de la Polynésie française, notamment sur le domaine de la transformation. D'ailleurs, notre présence ici, c'est pour aller chercher un petit peu, s'imprégner sur le savoir-faire de la Polynésie française sur le domaine de la transformation, qui valorise un peu plus, j'entendais, l'agriculteur qui préfère notamment transformer pour avoir plus de valeur et plus de gains sur sa production. Et est-ce que justement on pourrait se diriger vers des accords de coopération entre Wallis et Futuna, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie peut-être?
Là, il y a des accords avec, on a vu avec le gouvernement les derniers jours, là, et donc des accords notamment sur les formations de nos jeunes, sur l'agriculture. Les lycées ici qui travaillent ensemble sont prêts à accueillir des jeunes ou des moins jeunes pour une formation normale ou une formation continue. Et là-dessus, il y a des partenariats qui vont se mettre en place. Effectivement, on avait des conventions qui étaient un petit peu en stand-by par rapport à la pandémie, là qu'on va réactiver et puis essayer d'accélérer un petit peu les choses. C'est comme ça aussi que vous pensez peut-être mettre fin à l'exode de la jeunesse wallisienne vers d'autres territoires, notamment la Nouvelle-Calédonie? C'est le but de Wallis et Futuna, mais je pense que c'est le but aussi des pays du Pacifique, parce que nos jeunes, ce qui est normal, ils cherchent du boulot quand ils sortent de l'école, il faut qu'ils trouvent un travail. Et lorsqu'ils cherchent, nous, on essaye de faire en sorte de leur proposer, avoir des propositions et de faire intéresser déjà que dans l'agriculture, on peut garder sa vie, on peut avoir une suite logique dans sa carrière. Merci beaucoup, Otilone Tokotou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et dès demain, donc, votre délégation se rendra à la foire agricole avant de repartir le 8 octobre. Ce soir, Polynésie la Première propose une grande soirée nucléaire avec la diffusion du documentaire Les oubliés de l'atome de Sulian Favnek, Hinamwe Ura, Raphaël et Mahiné de la deuxième et troisième génération du CEP se battent contre leur cancer ou leur anomalie génétique. Le film pose la question de la transmission génétique des maladies radio-induites. Juste après, le débat se poursuit en plateau avec Lucille Guichet et ses 4 invités, l'historien Jean-Marc Regnault, l'avocat Philippe Newfer, Léna Normand de l'association 193 et Yolande Vernaudon, la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Ce sera donc juste après ce journal. Ce sont de véritables problèmes de santé publique, la surcharge pondérale, le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, le public est sensibilisé sur ces maladies chroniques par les professionnels de santé et les agents de la direction de la santé. C'était à Papeete cet après-midi. La ville étant très fréquentée par les jeunes le mercredi aussi. L'occasion était bonne pour les informer sur les moyens de contraception existants et sur les infections sexuellement transmissibles qui touchent de plus en plus de Polynésiens. Ces animations seront organisées plus régulièrement, nous dit le docteur Philippe Biarrez au micro de Marouki Duri. On parle de tout et c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on est là pour non plus parler d'un problème ou d'un autre, mais de parler de notre bonne santé et bien sûr des moyens pour y arriver. Donc bien sûr il y a le poids, il y a la taille, il y a la tension, il y a le diabète. On va parler bien sûr de la contraception, de la bonne santé sexuelle, de la bonne santé au travail. On va parler également du sport, de l'activité physique. On va parler de tout ce qui intéresse les gens au sujet de leur santé. Et encore une fois, pour que ce soit eux qui décident et qui décident eux-mêmes de ce qui est bon pour eux. Et un peu plus loin, au parc Paoufei, je vous le disais, près de 1000 élèves ont enfilé leur basket pour la grande fête du sport du collège Louis Carlson. 1,2 km de course pour promouvoir l'activité physique, mais aussi et surtout renforcer la solidarité. Avec eux, Ismaël Tahiata et David Chang. Allez, avancez. Allez, restez groupés. Le commando est en ordre de marche, direction le parc de Paoufei. Le parcours du combattant les attend là-bas. L'enjeu est d'importance. Ça marque le début d'une saison par rapport à toutes les activités des associations sportives dans lesquelles il va y avoir des compétitions qui vont être jusqu'à l'échelle du pays, du Fénois. Et c'est également important en termes de solidarité, d'engagement, de cohésion. La distance est la même pour tous. 1200 mètres de course à pied. Pour chaque catégorie, les départs sont alternés de quelques secondes. Au compétiteur maintenant de voir celui qui lui convient. On a fait un premier groupe, c'est ceux qui veulent vraiment performer, qui veulent arriver dans les premiers. Après le deuxième, c'est plutôt la santé. Ils vont trottiner, mais ils vont finir le parcours. Le troisième, c'est plutôt loisir. Ils vont participer, essayer de finir le parcours. Malgré leur jeune âge, les filles de 6e font preuve de beaucoup de détermination. La moins grande l'emporte haut la main. Dans sa tête, le doute n'a pas de place. Je voulais faire performance. Et puis parce que j'avais envie de faire performance parce que je savais que je courais vite. C'est au tour des classes de 5e de mettre le feu. Une course où la stratégie a primé. Une fois encore, la tortue l'emporte sur le lièvre.
Au début, je suis pas allée trop vite. Je les ai laissés partir comme des balles parce que je savais qu'ils allaient tous se fatiguer et que j'allais pouvoir les dépasser. Et vers la fin de la course, il y avait une personne devant moi, du coup Temuera. Et j'ai réussi à la dépasser en sprintant. Et c'est comme ça que je suis arrivée première. Je pense qu'il m'a manqué pour gagner, c'est encore de l'expérience. Il faut plus que je m'adapte et que j'améliore mon endurance. Cette matinée a porté ses fruits. Malgré l'ambiance bon enfant, cela n'a pas empêché les enfants d'être en concurrence. 960 mini-athlètes au total, c'est 62 plus que l'année dernière. L'information principale de ce journal, nouvelle agression hier soir à l'université de la Polynésie. Aux alentours de 19h30, un étudiant qui était en route vers son logement a été agressé par un groupe de 3 individus. L'un d'eux était armé d'un couteau. La jeune victime s'en sort avec quelques séquelles physiques, mais la communauté étudiante est choquée. Le président de l'UPF rencontre les étudiants ce soir pour évoquer les mesures à mettre en place. Et demain, nous parlerons de la colère de l'association du tourisme authentique. Et pour cause, sa subvention annuelle va drastiquement diminuer l'an prochain. Mélinda Baudin, sa présidente, qui sera l'invitée café, est également éjectée du CESEC. Soirée spéciale nucléaire, donc sur la première, avec d'abord votre émission Première Ligne et puis la rediffusion du spectacle PIN&A 3e génération. Et en fin de soirée, retrouvez votre magazine sur l'agriculture avec sa pousse au Fénois, le MAG. Voilà, merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet